Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast CFDT, Éducation, Formation, Recherche publique. Aujourd'hui nous recevons Laurent Kaufmann, secrétaire fédéral en charge des personnels de direction. Bonjour. Alors aujourd'hui on voudrait parler des DGH, alors DGH, DHG, dotation globale horaire, c'est le sujet du moment. Ça fait partie des marronniers de la profession, effectivement, qui concerne à la fois les chefs d'établissement, mais en fait l'ensemble des acteurs du système éducatif, puisque DGH ou DHG, c'est dotation globale horaire, dotation horaire globale, c'est les moyens qui sont donnés à un établissement pour construire les emplois du temps d'une année scolaire. Ah, tu veux dire que c'est une problématique d'équipe alors, c'est-à-dire que c'est pas le chef d'établissement qui décide tout seul dans son bureau, quoi. Alors normalement non, tout est bien fait pour que ce soit une problématique d'équipe. À la fois une problématique très concrète pour nos collègues enseignants et les équipes éducatives, parce que tout est articulé, mais pour les collègues enseignants, ça va être leur réalité de travail au quotidien, mais donc aussi pour les élèves et les familles. Alors pourquoi une problématique d'équipe? Parce qu'on a l'impression, les enseignants peuvent avoir l'impression que tout est déjà joué avant de se réunir autour d'une table, quoi. Alors ça dépend comment, enfin oui, dans quel contexte ils travaillent, mais il faut redire quand même qu'on travaille dans des EPLE, des établissements publics locaux d'enseignement. Tout ça, ça a une réalité administrative ça veut dire que c'est des établissements qui ont un conseil d'administration devant lesquels les décisions sont prises et sont votées par des gens qui sont élus au conseil d'administration, qui sont nos collègues représentants enseignants, représentants des collectivités territoriales. Il y a aussi les membres de droit, qui sont la direction, mais c'est un espace d'échange, de réflexion pour les décisions. Oui, mais alors, par exemple, moi, j'ai déjà siégé dans des conseils d'administration. On a parfois l'impression que le chef d'établissement arrive avec une répartition un petit peu toute faite des moyens et les enseignants ont parfois l'impression de ne pas avoir voix au chapitre. Mais alors, qu'est-ce qui doit être fait normalement un petit peu avant comme travail pour justement collaborer sur cette construction de DGH? Alors, dans un monde idéal, ce que tu décris existe. Il y a des collègues qui ne partagent pas assez les informations, mais je crois, enfin, je pense qu'il y a une question de responsabilité collective. Mais ce que tu dis existe. Normalement, on a un projet d'établissement qui est rédigé, qui existe pour 3 ans, qui se donne des objectifs qui sont liés à la population qu'on accueille, aux difficultés qu'on rencontre, pour construire des réponses. Et puis, il y a des directives nationales, on en reparlera peut-être. On a eu beaucoup, nous, à la CFDT, à batailler autour des groupes de niveau quand ils sont sortis. Et il y a ces contraintes, ces choix nationaux qu'il faut mettre en musique. Mais normalement, parler de marronnier, parce qu'effectivement, ça arrive à un moment de l'année, en janvier, les dotations horaires globales, mais il y a la question du budget, par exemple, se vote en novembre, le compte financier se vote en avril. Tout ça, c'est des processus devant lesquels qui arrivent à chaque fois devant l'instance qu'est le conseil d'administration. Et ça veut dire que c'est des choses qui normalement sont préparées dans les conseils pédagogiques pour justement pouvoir travailler le mieux possible des décisions collectives qui sont, je le dis encore une fois, normalement votées au conseil d'administration. Alors justement, sur le travail préparatoire, il existait avant des commissions permanentes qui permettaient de préparer le travail avant d'arriver en conseil d'administration. Ces commissions permanentes, elles ne sont plus vraiment obligatoires avant les Elles conseils sont d'administration? devenues facultatives, en effet, tu as raison de rappeler qu'elles ont longtemps été obligatoires et c'était des espaces plus restreints pour qu'on puisse... La complexité parfois de travailler en conseil d'administration, c'est d'abord que c'est des grands groupes, que parfois il peut y avoir les représentants des familles et des élèves qui sont intéressés à ces questions-là, mais c'est des questions qui peuvent être techniques et c'est difficile de débattre en profondeur sur ces questions-là. Donc oui, on se retrouvait en commission permanente et c'est toujours possible de les mettre en place. C'est intéressant de le redire à nos collègues enseignants. Ils peuvent demander à l'équipe de direction, au chef d'établissement de mettre en place cette commission permanente parce que c'est effectivement un temps dans lequel on peut construire, co-construire. Enfin, tu sais qu'à la CFDT, nous, c'est quand même ce qu'on souhaite, c'est d'aller vers davantage de co-construction et de partage de la réflexion et des décisions. Et donc, la commission permanente, elle peut encore être mise en place dans les établissements scolaires. Alors commission permanente ou conseil pédagogique? Parce qu'on pourrait croire que C'est pas la même chose. La commission permanente va avoir à traiter de sujets qui sont liés ensuite au conseil d'administration. Le conseil pédagogique aussi, mais le conseil pédagogique, c'est vraiment là pour le coup un organe qui permet de discuter des conditions pédagogiques. Et tu sais bien que toutes les organisations syndicales ne sont pas forcément raccord sur cette question-là. On a des collègues d'autres organisations syndicales qui sont très opposés à cette forme de travail. Il faudrait leur demander pourquoi.
Nous, on est favorable au conseil pédagogique parce que justement, là, c'est une des questions que tu posais tout à l'heure. Il y a des questions qui se posent en équipe, une équipe disciplinaire de lettres, de maths, de SVT, peut avoir des choses à réfléchir collectivement, de la répartition de services. On va avoir des collègues qui sont plus intéressés à avoir des classes à examen, c'est-à-dire les classes de troisième par exemple en collège, alors que d'autres vont avoir plus d'appétence pour le démarrage du cycle, enfin la fin du cycle 3 avec la sixième. Et ça, c'est des décisions qui peuvent être intéressantes de travailler collectivement. Alors collectivement, en conseil pédagogique, alors on a déjà vu plein de pratiques différentes dans les établissements. Le conseil pédagogique avec quelques coordinateurs de matière ou avec l'ensemble des enseignants dans une même pièce. C'est quoi l'idéal? Enfin, après, l'idéal, ça veut rien dire par rapport à chaque établissement, mais voilà. Il y a pas d'idéal. Enfin, en tout cas, l'idéal, c'est de trouver des espaces de discussion où les gens ont l'impression d'être consultés et entendus. Moi, j'ai eu la chance d'avoir à diriger des établissements scolaires où, par exemple, on a mis en place l'évaluation par compétences. Tout le monde n'était pas d'accord. Mais on a pris le temps de discuter, on a trouvé des équipes de volontaires, on avait décidé de faire une expérimentation sur 1 an pour 2 classes, et à l'issue de cette année, de voir ce que les collègues en pensaient, présenter le travail aux autres, et finalement, on est passé sur la deuxième année à toutes les classes de sixième, et puis là, je suis parti après, mais il y a eu toutes les classes de cinquième. Donc il y a des choses qui peuvent se co-construire avec des contrats clairs, on peut pas tout organiser de cette manière-là, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de latitudes qu'on peut avoir à partir du moment où justement on se responsabilise les uns les autres. Alors Laurent, tout à l'heure, tu nous parlais des groupes de besoins, enfin ce qu'on appelait avant les groupes de niveau. Il y a du changement? Il y a du changement et là, la CFDT éducation, formation, recherche publique peut être assez fière parce que ça a été un combat de longue haleine. On s'est tout de suite opposé très fermement à cette décision, on peut dire imbécile, hein, de Gabriel Attal, parce que c'était vraiment une vision à l'ancienne de je décide rue de Grenelle de ce qui va se faire dans l'ensemble des établissements scolaires, ce qui est vraiment déjà une gageure, mais en plus, qui était une vision complète orthogonale à nos valeurs, mais pas seulement les nôtres. C'était l'optique du tri, c'était faire des groupes pour toutes les. Faut se souvenir hein, quand même le volume horaire de la sixième à la troisième. Le projet initial, c'était de maintenir les élèves dans des groupes de niveau. Enfin, vraiment des choses. Il y a déjà beaucoup de souffrance dans le système éducatif et ça en rajoutait. Et on peut être fier d'avoir bataillé avec d'autres organisations syndicales, mais on a quand même été la première à déposer un recours devant un Conseil d'État parce que c'était grave la façon dont les choses étaient, y compris écrites. Et on a obtenu gain de cause. L'arrêté a été cassé par le Conseil d'État, ce qui démontrait que c'était en plus administrativement pas assez travaillé, et tant mieux. Et puis on a fait évoluer les choses puisqu'on avait passé des groupes de niveau aux groupes de besoins. Et puis l'autre chose, c'est que de toute façon, c'était une vision totalement idéologique de l'éducation et qui était dénuée de sens parce qu'en plus, il n'y avait pas les moyens humains de faire cette réforme. Donc, qui s'est fracassé sur le réel en quelques années, puisque ça devait s'étendre au quatrième, troisième, et en fait, il n'y avait pas assez de collègues en français et en mathématiques pour que ça se fasse. Donc, c'est devenu des groupes de besoins. Et puis, on a eu des interlocuteurs ministériels qui étaient quand même un peu plus conscient des difficultés et on a quelqu'un comme Elisabeth Borne qui a aussi fait travailler l'inspection générale pour montrer que ça ne fonctionnait pas comme on pouvait l'imaginer et les choses se sont atténuées au fur et à mesure. Bilan des courses, on est en 2026. Aujourd'hui, les groupes de niveau ne sont plus obligatoires, les groupes de besoins non plus. Et de toute façon, c'est l'autre inquiétude de notre organisation syndicale, c'est qu'il y a de moins en moins de moyens pour mettre en place des stratégies pour répondre aux difficultés des élèves, parce qu'il faut être clair, prendre des élèves en petits groupes pour soit faire un peu, faire progresser les élèves, c'est-à-dire des élèves qui ont des lacunes qui les empêchent d'avancer. La stratégie du petit groupe ponctuel, c'est tout à fait pertinent. Enfin, la CFDT éducation, anciennement SGEN, on est des pédagogues, on sait très bien que travailler de manière différenciée avec les élèves, c'est absolument indispensable. Et aussi avec des élèves qui vont vite et qui ont besoin qu'on les nourrisse intellectuellement. Donc ça, c'est vraiment pas un sujet. Le problème, c'est que ça revient à la question de l'autonomie des établissements scolaires, qui est écrite dans la loi, c'est quand même une belle chose et qui malheureusement est de plus en plus vidée de son sens puisque on a moins de moyens, mais en plus de plus en plus fléchés. Alors justement, ces groupes de niveau, ils avaient été créés avec des moyens spécifiques qui avaient été donnés aux établissements ou est-ce qu'on a utilisé ce qu'on appelle la marge dans les établissements pour supprimer des groupes qui étaient faits par exemple en sciences, etc., pour faire des groupes de niveau?
En fait, c'est intéressant de regarder ça au travers, parce que là, en fait, quand tu vois, rien que dans la question que tu poses, on a 10 ans de réflexion, puisque la marge dont tu parles en collège, ça vient de la réforme de 2015, où on dit le financement en collège, c'est 26 heures plus 3 heures de marge. Chaque classe a 26 heures de Alors cours et 26 3 heures, ah heures. oui, parce que c'est Ça- 26 heures de cours C'est obligatoires. 26 heures de cours obligatoires, et on disait, par exemple, d'une structure qui aurait 4 niveaux à chaque classe, 16 classes, c'était 3 heures de marge pour les 16 classes à la charge de l'établissement et dans les procédures collectives qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire un conseil pédagogique, une commission permanente, un conseil d'administration, de regarder quels sont les besoins des élèves en fonction des évaluations nationales, mais pas que, parce que nos collègues enseignants savent très bien évaluer leurs élèves, de se dire, voilà, on se rend compte qu'on a 25% des élèves en début de sixième qui ont une grosse difficulté sur la lecture. Ça peut être intéressant de mettre un peu l'accent sur justement le repérage et le progrès des élèves en lecture. Ça c'était permis par la marge. Aujourd'hui, cette marge, elle reste là, mais comme tu le disais, si on dit qu'il faut absolument faire des groupes de niveau, ce qui était le projet initial, puis ensuite des groupes de besoins, bah, cette marge, elle n'est pas élastique. Et il y a un moment donné, on peut pas tout financer. Les collègues de SVT qui ont besoin d'avoir des élèves en demi-groupe pour pouvoir faire des expériences, c'est coûteux et ça peut pas se. Enfin, il y a un moment donné, il faut faire des choix. Si je résume un peu tout ce que tu dis, ça veut dire que la marge qui existait à l'époque où les équipes étaient un petit peu autonomes sur leurs choix pédagogiques par rapport au projet d'établissement, etc., se sont fait confisquer quand même une bonne partie de ces marges pour créer les groupes de niveau. On peut le voir comme ça, et après la difficulté, c'est que en fait, ça dépend des établissements. Il y a des établissements où les gens se sont emparés des choses parce que encore une fois, ça se travaille le processus collectif. Il y a des endroits où les équipes et les équipes de direction et les équipes enseignantes ont travaillé ensemble, et puis des endroits comme tu le décrivais où c'était très descendant. Hein, Alors justement, quand on va dans les établissements faire des heures d'info syndicales, etc., il y a évidemment des équipes qui sont contre les groupes de niveau, mais on a aussi rencontré quelques équipes qui sont assez contentes, des profs de maths et de français, qui peuvent être assez contentes quand même de ce que ça donne, les groupes de niveau, ces groupes à effectifs réduits. Alors évidemment, quand ils ont utilisé souvent beaucoup d'heures pour créer des vrais groupes à effectifs réduits. Et qu'est-ce qu'on va dire demain, enfin, qu'est-ce que les chefs d'établissement vont dire demain quand ils vont travailler lors des GH, lors des conseils pédas, sur ces profs qui veulent garder leur groupe de niveau? Bah, c'est des situations complexes, ce que tu décris, parce qu'évidemment, on sait bien qu'il y a par moment, pour répondre à la grande difficulté scolaire ou faire avancer des élèves qui sont déjà bien familiers avec les codes scolaires, les effectifs réduits, c'est confortable. Mais il faut définir des priorités. Comme on le disait, les marges ne sont plus élastiques, ça devient difficile de faire des choix et on peut plus financer. Je reprenais l'exemple de la SVT, mais il y a toutes les disciplines sont intéressées à faire travailler les élèves en petits groupes, mais ça a un coût. Et effectivement, on peut pas forcément tout financer. Un des écueils, c'est aussi ça vient de la responsabilité du ministère, ce qu'on dénonce régulièrement à la CFDT Éducation, c'est de dire que c'est les fondamentaux, les matières fondamentales, les maths, le français, comme si on pouvait pas apprendre avec les autres disciplines. Ça, c'est aussi un système, enfin qu'on dénonce, qui est très franco-français, les matières fondamentales. Alors qu'en fait, on sait bien que c'est plus complexe que ça. Et d'un point de vue pédagogique, on peut faire avancer les élèves en langue étrangère. Il faut pouvoir faire de l'oral et travailler en petits groupes, c'est quand même le meilleur moyen de faire de l'oral. Alors justement, est-ce qu'on risque pas ces prochaines semaines là, qui sont décisives pour préparer la rentrée 2026, d'avoir des équipes disciplinaires un petit peu tendues les unes contre les autres dans les établissements pour récupérer les heures, etc.? C'est vraiment un enjeu extrêmement important et tu poses très bien les choses. Mais c'est là aussi où justement les instances et le collectif permettent aussi de faire des choix et des arbitrages. In fine, c'est le chef d'établissement, c'est les équipes de direction qui vont proposer de voter en conseil d'administration. Pour rappel, ça peut être des votes contre. La procédure, si on va jusqu'au bout, la dotation, la proposition de répartition est présentée en conseil d'administration. Si elle est refusée, on la représente encore une fois en conseil d'administration. Si elle est refusée, elle est appliquée telle quelle. Donc la procédure, elle est déjà en elle-même pas totalement démocratique au sens où nous on l'entend CFDT. Bon, l'idéal, c'est quand même d'arriver au conseil d'administration avec un consensus avec le chef d'établissement.
Même si avant, il y a eu évidemment des discussions importantes, quoi. Mais il y a des discussions importantes et enfin nos collègues chefs d'établissement CFDT en général ils ont comme principe et comme valeur justement de partager l'information parce qu'on a parlé tout à l'heure du côté des élèves mais il y a du côté de les réalités du côté des enseignants, c'est que à un moment donné en termes de besoins on est dans une baisse démographique, il va y avoir des comme conséquence par exemple il y a moins d'heures sur certaines disciplines, on va avoir des collègues qui vont être obligés d'aller faire des compléments de service dans d'autres établissements scolaires. Ça fracture aussi les collectifs à cet endroit-là. Et on peut trouver des organisations pédagogiques en accord avec les équipes pour justement se dire, bah tiens, tel collègue, si il accepte de prendre des élèves en accompagnement, et ben il ne va pas avoir besoin d'aller dans un autre établissement pour un complément de service. Et ça, il y a des collectifs enseignants qui le comprennent très bien. Tu veux dire qu'on peut avoir des idées innovantes pour construire sa structure pédagogique de l'établissement, quoi. Est-ce que c'est vraiment innovant? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut avoir des idées. Oui, ça c'est sûr. Justement, on parle beaucoup de suppression de postes dans l'éducation nationale, donc 4000 postes, enfin un peu moins de 4000 postes maintenant, mais à la rentrée 2026, beaucoup dans le premier et second degré. Les chefs d'établissement, donc en collège, lycée, aujourd'hui, vont avoir des indications pour supprimer des heures postes. Je sais pas, moi je vais prendre un exemple d'un principal de collège, on va lui demander de supprimer 20 heures postes. En pratique, qu'est-ce que ça va donner? C'est-à-dire qu'on lui demande de supprimer un poste d'un prof dans son établissement ou Alors, comment il doit gérer ça? il y a des règles quand effectivement ça se traduit sur une seule discipline. Il y a des règles qui sont, enfin, entre guillemets, protectrices. Ça reste complexe, mais c'est le dernier arrivé qui peut avoir une mesure de carte scolaire. Ça peut se jouer donc sur un seul poste, ça peut se jouer sur une ventilation d'heures supplémentaires, ça peut se jouer sur des compléments de service. Là aussi, c'est le plus important, c'est d'être transparent et de bien faire comprendre justement par rapport aux exemples que tu prenais tout à l'heure où les gens entre guillemets défendraient leurs heures, bah, comprendre aussi la réalité du travail d'un collègue qui à un moment donné devrait prendre sa voiture pour aller faire 6 heures dans un établissement qui va être à 20 km. Est-ce qu'on peut trouver des réponses au niveau de la construction des emplois du temps sur une structure? On n'a pas toujours toutes les réponses au niveau d'un établissement, hein, mais au moins de partager l'ensemble de la problématique. Alors de toute façon, un collègue qui va devoir aller commencer à faire des heures ailleurs parce que dans sa matière, on n'a plus assez d'heures, vu la baisse démographique globale sur l'ensemble de la France, on a quand même très peu de chances que dans les prochaines années, il récupère des heures pour avoir un temps plein. Alors, sauf si un collègue part en retraite, quoi. Enfin, tu poses la question. Le ministère de l'Éducation nationale raisonne chaque année à courte vue, c'est-à-dire l'année suivante. On n'est pas capable, parce que c'est aussi très corrélé aux politiques, hein, mais on n'est pas capable là d'avoir une vision pluriannuelle. Or, c'est ce que nous on demande à la CFDT, et ça existe dans d'autres ministères, parce qu'on nous répond souvent, oui, mais comprenez, le budget de l'État, c'est un budget annuel. Dans la santé, ils ont des contrats d'objectifs, ça s'appelle des COPM, contrats d'objectifs, de priorité et de moyens, et ils déclinent des choses sur plusieurs années. C'est une révolution copernicienne dans l'éducation nationale de penser comme ça. Mais n'empêche que c'est possible de se dire effectivement, on le voit, le premier degré est très fortement impacté, c'est des fermetures de classes, ça va toucher le second degré. C'est pour ça que la CFDT demande à ce qu'on travaille ces questions-là, y compris sur des logiques de territoire, parce que c'est pas uniquement, ça ne peut pas se raisonner qu'au niveau national. Il y a des endroits où on va pouvoir regrouper des établissements parce qu'il y a un système, il y a un système de transport versus des endroits, par exemple en montagne, c'est difficile de regrouper des établissements parce que les temps de transport pour les élèves et les familles, ça sera difficile. Donc on a des enjeux très complexes, y compris de transition écologique, hein, ce qu'on vient d'évoquer, et il faut absolument qu'on puisse faire comprendre la nécessité de le penser pour l'ensemble des acteurs du système éducatif. Ça voudrait dire, par exemple, avoir une programmation des moyens sur 3 ans. Bon, ça n'empêcherait pas quand même qu'on ait une baisse démographique et des suppressions de postes, mais au moins on aurait une vision plutôt sur le long terme à 3 ans, quoi, par exemple. Alors, je ne sais pas comment on pourra faire, mais en tout cas, il y a quelque chose qui rend aussi ce que tu décrivais bien dans tes questions, l'ambiance délétère qu'il peut y avoir à certains moments dans les équipes. On a des textes dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on a des contrats d'objectifs, des projets d'établissement, on nous demande de réaliser des choses, mais en fait, avec des moyens qui sont annuels. Et on sait bien que la logique éducative, c'est pas la logique politique, c'est le temps scolaire, le temps éducatif, c'est pas la même chose. Et donc, oui, il y a un moment donné, si on veut faire des choix, il faut pouvoir dire
grosses équipes, bah là, on va mettre le paquet sur l'apprentissage de la lecture, mais peut-être que c'est les 6e et les 5e qui vont avoir besoin d'un gros effort. Mais en général, ça marche. Et en 4e, 3e, on voit des élèves qui progressent. Mais effectivement, il faut avoir la capacité de s'inscrire dans une logique pluriannuelle. Parce qu'on a des outils pour ça. Il y a l'INSEE, je suppose que les inspections d'académie font aussi des statistiques sur les cohortes d'élèves qui viennent de l'école primaire, par exemple, pour le collège. Encore mieux pour le collège en allant au lycée. Mais en tout cas, on pourrait à 3 ans à l'avance quasiment prévoir le nombre d'élèves qui rentrent dans un établissement, quoi. Tu as complètement raison. En tout cas, sur le premier et second degré, jusqu'à la sortie du collège, on sait faire. Et les directions, la DEP est très robuste. Les conseils départementaux ont absolument aussi appris parce que c'est déterminant sur la construction des écoles et des collèges. C'est plus difficile à l'issue de la seconde puisque t'es pas sans savoir, il y a la question de l'orientation vers la voie professionnelle et la voie Oui, on générale. refera un autre podcast là-dessus. Alors, on remercie Laurent Kaufmann pour ce nouveau numéro de podcast. Et bien sûr, on le retrouvera bientôt, sûrement, sur d'autres sujets.